Sœur Francisca avait 71 ans lorsqu'elle découvrit l'homme caché dans le garde-manger. Elle ne s'attendait pas à y trouver autre chose que des sacs de farine et des boîtes de conserve en allant vérifier les stocks un matin d'octobre. Le couvent Santa Maria da Vittoria de Battaglia était petit, seulement 7 religieuses, et la routine y était immuable. Francisca était responsable de la cuisine depuis 20 ans. Elle connaissait le garde-manger comme sa poche. C'est pourquoi elle comprit immédiatement que quelque chose clochait lorsqu'elle ouvrit la porte et vit que des sacs de riz avaient été déplacés. Pas simplement déplacés, soigneusement agencés pour créer un espace vide derrière eux, comme si quelqu'un avait aménagé une cachette. Francisca sentit son pouls s'accélérer. Un voleur, mais rien ne semblait manquer. Elle s'approcha prudemment, écarta les sacs, et elle vit un homme, la soixantaine, maigre, mal rasé et vêtu de vêtements sales, était recroquevillé dans un coin. Ses yeux s'écarquillèrent de panique en la voyant. Il leva les mains en signe de défense et dit d'une voix rauque « S'il vous plaît, ne criez pas. S'il vous plaît. » Francisca se figea. Elle aurait dû crier, elle aurait dû appeler à l'aide. Un homme étrange se cachait dans le couvent. Mais quelque chose dans sa voix, le désespoir sur son visage, la paralysa. Elle lui demanda qui il était, comment il était entré. Il répondit que son nom importait peu, qu'il était entré par la porte de derrière la nuit dernière. Il était désespéré. Il avait besoin d'une cachette pour quelques heures. Il n'avait fait de mal à personne. Il n'allait en faire à personne. Il avait juste besoin de se faire oublier un instant. Francisca lui demanda de qui il se cachait. Il hésita, puis il dit « De la police. Mais pas pour ce que vous croyez. Je ne suis pas un criminel. C'est compliqué. » Elle lui fit remarquer que c'était toujours compliqué, qu'il avait 30 secondes pour s'expliquer avant qu'elle n'appelle la mère supérieure. Il prit une profonde inspiration. Il commença à parler rapidement. Il s'appelait José Ferreira. Il avait 64 ans. Il vivait à Leiria et travaillait comme comptable. 2 semaines auparavant, il avait découvert que l'entreprise pour laquelle il travaillait depuis 20 ans était impliquée dans un vaste système de blanchiment d'argent. Il avait constaté des irrégularités dans les comptes, mené son enquête et découvert l'ampleur du problème. Il avait confronté son patron. Il avait été menacé. Son patron avait des relations. La police était impliquée. José avait tenté de signaler l'affaire aux autorités supérieures, mais il ne savait pas à qui se fier. Hier, il a découvert qu'un mandat d'arrêt avait été émis contre lui. Une fausse accusation de détournement de fonds. On cherchait à le piéger pour le faire taire. Il a pris la fuite. Il tentait de rejoindre Lisbonne où il avait un avocat de confiance, mais sa voiture est tombée en panne près de Battaglia. Sans argent pour un hôtel, désespéré, il a aperçu un couvent. Il savait que c'était mal, mais il n'avait pas le choix. Il comptait n'y passer qu'une nuit et repartir tôt le lendemain matin. Mais il a entendu des religieuses se réveiller, a paniqué et s'est caché là. Francisca réfléchit à l'histoire. Elle paraissait absurde. Mais l'homme n'avait pas l'air violent ni dangereux. Il semblait terrifié. Il accepta de rester là le temps qu'elle vérifie son récit. S'il mentait, elle appellerait la police. Si c'était vrai, elle l'aiderait à partir discrètement. José accepta. Il n'avait pas le choix. Francisca l'enferma dans le garde-manger et se rendit au bureau du couvent. Elle alluma l'ordinateur. Sœur Teresa lui avait appris à utiliser Internet 2 ans auparavant. Elle chercha José Ferreira, comptable à Leiria. Elle trouva des articles de presse. Il avait raison. On y parlait d'un comptable recherché pour détournement de fonds. Mais elle trouva aussi des articles sur des sites de journalisme d'investigation qui remettaient en question l'affaire, suggérant que José pourrait être une victime et non un criminel. Francisca retourna au garde-manger. Elle dit à José qu'elle avait vérifié, que sa situation semblait authentique, mais qu'elle ne pouvait pas le cacher. Le risque était trop grand. José comprit. Il ne demanda que 2 choses, de la nourriture car il n'avait pas mangé depuis 2 jours et un téléphone pour appeler un avocat. Francisca accepta la première. La seconde posait problème. Le couvent ne disposait que d'une seule ligne fixe au bureau. Très vulnérable, elle apporta du pain, du fromage et de l'eau. José mangea avec avidité.
Pendant qu'il mangeait, elle observait son visage. Il y avait quelque chose de familier. Elle n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. Elle lui demanda où il avait grandi. Il répondit « Porto ». Elle demanda quand. Il dit « les années 60 ou 70 ». Soudain, un déclic se produisit dans sa mémoire. Porto, les années 60. Elle aussi avait grandi là-bas. Elle demanda une adresse précise. Il lui donna la rue. Elle se figea. C'était la même rue où elle avait habité avant d'entrer dans l'ordre. Elle demanda le nom d'une école. Il le lui donna. C'était celle qu'elle avait fréquentée. Francisca eut le vertige. Elle répéta son nom. José Ferreira. Elle observa plus attentivement son visage sous la barbe et la saleté, et elle le reconnut. « Zé » dit-elle, reprenant son surnom d'enfance. « Zé Ferreira » Il parut perplexe. Il confirma que ses amis l'appelaient Zé quand il était petit. Mais comment le savait-elle? Francisca répondit « C'est moi, Chica, Francisca Mendes ». José la regarda comme s'il voyait un fantôme. « Chica? Ma Chica ?» Sa voix se brisa en prononçant son nom. Francisca hocha la tête. Il se leva maladroitement et fit un pas vers elle. Il s'arrêta, il dit « Tu as disparu. En 1970, tout le monde t'a cherché. Ta famille, tes amis. J'ai cherché aussi. Personne ne savait où tu étais. » Francisca sentit 53 années de souvenirs refoulés, la submerger comme une avalanche. 1970. Elle avait 18 ans. Zé en avait 17. Ils étaient voisins, amis d'enfance. Mais cet été-là, leur relation avait évolué. Une idylle secrète. Le premier amour pour tous les deux. Intense, dévorant. Ils avaient prévu de se marier une fois ses études terminées. Puis elle découvrit qu'elle était enceinte. Panique totale. C'était en 1970, dans le Portugal conservateur. Une grossesse hors mariage était un scandale qui aurait détruit les deux familles. Elle l'annonça à ses parents. Furieux, ils l'envoyèrent aussitôt dans un couvent d'une ville lointaine, soi-disant pour une retraite spirituelle. En réalité, elle se cachait. Elle y accoucha d'une fille. Elle ne la prit jamais dans ses bras. Elle fut immédiatement placée en adoption. Plus tard, ses parents décidèrent qu'elle resterait au couvent, qu'elle prononcerait ses vœux et deviendrait religieuse. Il n'y eut aucune discussion. Elle ne retournerait jamais à Porto. La famille raconterait à tous qu'elle avait une vocation religieuse soudaine. Elle avait 16 ans quand c'est arrivé. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas voix au chapitre. Les vœux furent prononcés sous la contrainte, mais ils étaient contraignants. Elle passa 53 ans en prison, non pas sur convocation, mais de plein droit. Elle ne revit jamais Zé. Elle ne parla jamais à personne du bébé. Elle porta ses secrets seule pendant 5 décennies. José écoutait le récit, les larmes aux yeux. Il raconta qu'il l'avait cherchée pendant des années. Sa famille lui avait seulement dit qu'elle était entrée au couvent, sans préciser lequel. Il avait fini par abandonner. Il s'était marié à 25 ans. Il avait eu 2 enfants. Sa femme était décédée 5 ans auparavant. Ses enfants étaient désormais adultes et menaient leur propre vie. Mais il n'avait jamais oublié Francisca. Son premier amour ne s'était jamais vraiment éteint. Francisca a dit qu'elle était vraiment désolée, qu'elle n'avait pas le choix. Joseph a dit qu'il comprenait. C'était une autre époque. Les parents contrôlaient tout. Vous avez posé des questions sur le bébé. Que s'est-il passé? Francisca a dit qu'elle avait été adoptée, que je n'avais jamais su par qui. Qui avait pensé à sa fille chaque jour pendant 53 ans? Joseph s'est mis à pleurer ouvertement. Il a dit qu'ils avaient tout perdu, leur fille, l'un l'autre, la vie qu'ils auraient pu avoir ensemble. Francisca pleura, elle aussi. Pour la première fois depuis des décennies, elle s'autorisa à ressentir pleinement la douleur de tout ce qu'elle avait perdu. Zé traversa le petit espace du garde-manger et la prit dans ses bras. Une étreinte entre 2 êtres qui s'étaient aimés pendant un demi-siècle, qui avaient construit une vie ensemble, que des forces qui les dépassaient avaient séparés. Ils restèrent ainsi, pleurant en silence pendant un long moment. Lors de leur séparation, Francisca a dit qu'ils devaient se concentrer sur le présent. Zé avait encore besoin d'aide. Elle allait trouver un moyen pour qu'il puisse appeler un avocat discrètement. Il l'a remercié, mais il a demandé « Et après ?»
Une fois sa situation juridique réglée, pourrait-il se revoir? Ou une séparation de 53 ans serait-elle définitive? Francisca ne savait que répondre. Il avait 71 ans. Toute sa vie d'adulte était irréprochable. Mais jamais par véritable vocation, toujours sous la contrainte. Les vœux prononcés sous la pression n'avaient aucune valeur juridique. Mais partir après 50 ans, pourquoi faire? Pour être avec Zé? Un homme qu'elle n'avait pas vu depuis 53 ans, qu'elle ne connaissait plus vraiment. Mais en le regardant, elle voyait non seulement un homme de 64 ans, mais aussi le garçon de 17 ans qu'elle aimait. Elle voyait le père de la fille qu'ils n'avaient jamais connue. Elle voyait la vie qu'ils auraient pu avoir. Et pour la première fois depuis des décennies, elle se permit de se demander « et s'il était encore temps ?» Il passa la journée à régler la situation de Zé. Il parvint à emprunter un téléphone portable à sœur Teresa sous un faux prétexte. Zé appela un avocat. Ce dernier lui dit avoir désormais des preuves corroborant son récit, que les autorités fédérales enquêtaient sur l'escroquerie, que Zé devait se rendre, mais que l'avocat serait présent. Il se dit convaincu que les fausses accusations seraient rapidement abandonnées. Francisca s'arrangea pour que Zé puisse se laver, lui apportant des vêtements propres, reste de don. La nuit, pendant que les autres sœurs dormaient, elle le conduisit à la porte de derrière. Son avocat devait venir le chercher bientôt. Pendant l'attente, ils discutèrent. Zé lui demanda si elle était heureuse. Francisca réfléchit sincèrement. Elle répondit que non, qu'elle ne l'avait jamais été, qu'elle avait fait de son mieux avec la vie qui lui avait été imposée, mais que cela avait toujours été une prison, non une vocation. Zé s'excusa, que s'il pouvait revenir en arrière, il changerait tout. Francisca répondit que le passé était immuable, mais que l'avenir était encore possible. Qu'elle avait 71 ans, mais qu'elle était bien vivante, qu'une dispense de vœux était envisageable, que peut-être, qui sait, Zé comprit ce qu'elle n'avait pas dit. Il lui demanda s'il pouvait l'attendre. Si elle décidait de partir, il y aurait une place pour elle. Pas forcément romantique, 53 ans, ça change les gens, mais un lien, une amitié. La possibilité de retrouver quelque chose de perdu. Francisca répondit qu'elle ne savait pas, qu'elle avait besoin de temps. Zé dit qu'il avait attendu 53 ans. Il pouvait attendre encore. L'avocat arriva. Zé partit. Avant de monter dans la voiture, il se retourna et regarda Francisca, debout près du portail. Il lui fit un signe de la main. Elle lui répondit, puis il s'en alla. Francisca retourna au couvent silencieux. Elle se rendit dans sa cellule. Elle ne dormit pas. Elle repensa à une rencontre impossible, à un homme caché dans le garde-manger qui s'avéra être un fantôme du passé, à un bébé perdu 53 ans plus tôt, à une vie gâchée dans une prison qu'est la vocation. Le matin, elle alla voir la mère supérieure. Elle lui dit qu'elle avait besoin d'une dispense de ses vœux. La mère supérieure fut stupéfaite. Francisca était là depuis 53 ans. Elle était un pilier de la communauté. Pourquoi? Francisca lui raconta tout, toute l'histoire. Une grossesse à 16 ans, des contraintes à 17 ans, 53 ans de mensonges. Sa rencontre avec Zé la veille, la prise de conscience qu'il n'était jamais trop tard pour chercher la vérité. La mère supérieure écouta en silence. Finalement, elle déclara qu'elle ne savait pas, que la situation était complexe, que les vœux prononcés sous la contrainte étaient théologiquement discutables, que Francisca méritait une chance de vivre une vie authentique, qu'elle l'aiderait dans cette démarche. Cela prendrait des mois, mais ce serait fait. La procédure a duré 7 mois. Pendant ce temps, Francisca et Zé ont maintenu un contact discret, quelques coups de téléphone occasionnels, une visite supervisée. Sa situation juridique s'est éclaircie. Les charges ont été abandonnées. Le système de blanchiment d'argent a été démantelé. Il était libre. Il l'attendait. Francisca quitta l'ordre à 72 ans, 54 ans après y avoir été contrainte. Joe l'attendait. Non plus avec des promesses d'amour comme dans leur jeunesse, mais avec une amitié et un avenir. Ils louèrent ensemble un petit appartement à Coimbra, non pas en couple, mais comme compagnons, rattrapant le temps perdu. Peu à peu, l'affection grandit.
À 73 et 65 ans respectivement, ils découvrirent que l'amour adolescent pouvait renaître d'une manière différente, mais tout aussi authentique. Ils ont tenté de retrouver leur fille. Les dossiers d'adoption étaient confidentiels, mais avec l'aide d'un avocat, ils ont réussi à obtenir quelques informations. La fillette avait été adoptée par une famille de Porto. Son nom avait été changé. Aucune trace. Ils ont cependant enregistré ses coordonnées dans une base de données pour les enfants adoptés à la recherche de leurs parents biologiques. Un mince espoir subsistait. À 75 ans, Francisca, avec le recul, voyait clairement un tournant. Quitter l'ordre établi n'était pas une décision héroïque. C'était plus simple. C'était comme ouvrir la porte d'un garde-manger et y découvrir quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. Un homme caché qui se révélait être la pièce manquante du puzzle de sa vie. Zé n'aurait pas dû être là, mais il était là. Et sa présence força Francisca à affronter une vérité qu'elle avait évitée pendant 54 ans. Ses vœux n'avaient jamais été valides. Sa vie lui avait été volée. Elle méritait une chance de récupérer ce qu'elle avait perdu. L'amour interdit n'était pas celui de leur jeunesse. C'était un amour innocent, étouffé par une société conservatrice. L'amour interdit, c'était celui de leur vieillesse. Francisca a 71 ans, Zé a 64. La société disait qu'il était trop tard, que des décennies de séparation tuaient l'amour, que les personnes âgées devaient accepter leur destin. Mais ils ont prouvé le contraire, qu'il n'était jamais trop tard, que l'amour pouvait survivre à 53 ans de silence, que la découverte inattendue dans le garde-manger, une personne du passé, la vérité sur le présent, une lueur d'espoir pour l'avenir, pouvait tout changer. Même à 71 ans. Surtout à 71 ans, quand le temps est précieux et que le gaspiller en mensonges est un crime pire que toute transgression de vœux extorqués.